La danse a échoué. La jeune femme rit pendant que son cavalier reprend son souffle. Le jeu de danse était bien plus dur que prévu et il rit en voyant son score désastreux. Il lui prend la main et ils traversent la salle d'arcade ensemble. Ce n'est pas du tout bondé ce soir et ils ont le choix des jeux en passant d'une table de flipper à l'autre, des jeux de course et des jeux de tir au pistolet lumineux. Alors qu'ils terminent une partie de air hockey, Erdite remarque quelque chose. C'est une porte au fond de la salle d'arcade qui est légèrement entr'ouverte. Le loquet et un cadenas qui devraient la maintenir fermée pendent ouvert. « Je me demande ce qu'il y a dedans », demande-t-il. « Des jeux cassés ou des jeux gratuits ? Ou qui continuent à cracher des tickets même quand tu perds. Allez, viens !» Il se glisse par la porte entr'ouverte dans une pièce sombre, apparemment inoccupée depuis un moment. Il y a des toiles d'araignée et de la poussière partout, mais son rendez-vous avait raison. La pièce est vraiment remplie de jeux cassés. Il lui fait signe de le suivre pendant qu'il examine un vieux flipper. Il appuie sur les boutons, mais la machine reste éteinte. Il lui donne une bonne claque et rien ne se passe. Quelle déception! Ce ne sont vraiment que de vieilles machines cassées. Il se retourne pour partir, risquant l'expulsion si on les surprend à traîner ici. Ils sont de retour à la porte quand ils s'arrêtent tous les deux et se regardent. Ont-ils entendu quelque chose derrière eux? La jeune femme crie de peur en voyant la vieille la fixer. Son cavalier rit alors d'elle. Ce n'était qu'une vieille diseuse de bonne aventure, rien de quoi avoir peur. Ils ont dû l'allumer par accident. Elle n'avait pas vu auparavant la machine prédiction de grand-mère, mais celle-ci s'est animée, éclairant la tête et le torse animatronique d'une vieille femme. La vieille femme ne bouge pas, mais ses yeux vitreux et morts semblent fixer la jeune femme. Les deux se regardent, incertains de ce qu'ils doivent de faire, quand, sans prévenir, la vieille femme s'anime. Avec des cliquetis et des ronronnements d'engrenage, la vieille femme semble inspirer profondément, ouvrant et fermant la bouche alors qu'elle se penche légèrement en avant, puis en arrière dans son récipient en verre. La jeune femme s'approche de la voyante pendant que la vieille femme à l'intérieur respire profondément. Mais soudain, la vieille femme s'arrête. Un autre clic retentit alors qu'une carte apparaît d'une petite fente à l'avant de la machine. Elle baisse les yeux sur la carte, puis relève la tête et voit la vieille femme la fixer, comme si la figure robotique pouvait vraiment la voir. La jeune femme avance la main vers la carte sous le regard fixe de la vieille femme. Ses doigts touchent la carte, et au moment précis où elle la retire, les lumières de la voyante s'éteignent et la vieille femme s'affaisse. Qu'est-ce que c'était ? Demande son rendez-vous, qu'elle n'avait même pas vu à ses côtés. Il commence à fouiller autour de la machine à la recherche de quelque chose qui aurait pu la déclencher, tandis que la jeune femme baisse les yeux vers la carte qu'elle a tirée de la fente. Son visage change à mesure qu'elle la lit, passant d'un peu effrayé à complètement terrifié. « Et regarde », dit son rendez-vous en glissant vite la carte dans sa poche. Son rendez-vous sort une corde de derrière la machine, une extrémité attachée à la diseuse de bonne aventure, l'autre effilochée comme coupée. « Elle n'est même pas branchée. Partons d'ici », lui dit-elle. Elle ne lui demande pas 2 fois et ils quittent la pièce, retrouvant lumière et son de l'arcade. Plus tard, ils sont devant la porte de l'appartement de la jeune femme. Il lui demande si tout va bien. Elle n'a pas peur à cause de cette machine cassée, n'est-ce pas? C'est sûrement une machine à piles qu'ils ont allumée par accident. La jeune femme acquiesce, disant que ça doit être ça et qu'elle va bien, qu'elle est juste fatiguée. Elle l'embrasse sur la joue, lui souhaite bonne nuit, puis rentre et ferme la porte. À l'intérieur, la jeune femme s'appuie à la porte et sort un objet de sa poche, le fixant. C'est le billet de fortune qui est sorti de la machine. Il dit « On dirait que tu as fait quelques erreurs. Certaines choses sont impardonnables, n'est-ce pas ? Impossible, pense-t-elle. Ce n'est qu'une coïncidence. » La jeune femme s'avance dans son appartement et saisit une photo encadrée. C'est une photo d'elle plusieurs années plus jeune avec une autre fille qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, sa sœur. Elle repense à cette nuit qu'elle n'oubliera jamais, quoi qu'elle fasse. La nuit où elle l'a perdue et a perdu une part d'elle-même. Elle repose la photo sur la table, puis regarde le biscuit chinois dans sa main. Elle froisse le papier dans son poing et le jette à la poubelle avant d'aller se coucher. Il est tard dans la nuit et la jeune femme se tourne et se retourne tourmentée par de mauvais rêves quand elle se réveille soudainement en sursaut. A-t-elle entendu un bruit ? Elle regarde autour d'elle dans sa chambre sombre, mais rien ne semble anormal. Pourtant, voilà de nouveau ce bruit. Est-ce que ça vient du placard ? Elle se lève du lit et marche vers le placard, un pas lent après l'autre. Elle tend la main vers la porte du placard, mais au moment où ses doigts touchent à la poignée, la porte s'ouvre brusquement. Elle hurle et chute en arrière, tandis que des bras surgissent de l'ombre du placard. Elle crie et donne des coups de pied au bras qui l'attrapent, essayant de la tirer à l'intérieur.
Elle se débat de toutes ses forces en essayant de s'éloigner des bras. Elle parvient à leur échapper et se relève. Elle sort en courant de la pièce et se dirige vers la porte d'entrée, tandis que les bras la poursuivent, s'étendant hors du placard, devenant de plus en plus longs, avec le bruit écœurant des os qui se tordent et craquent en formant de nouvelles articulations pour tourner autour des coins. Ses mains atteignent la poignée et elle la saisit juste au moment où les bras l'attrapent. Quand, tirée en arrière, elle chute et est traînée dans le couloir. Elle tente de résister, ses ongles s'enfonçant dans le sol, tandis que des bras la ramènent dans la chambre. « Allô ? Tu es réveillé ?» La femme frappe fort à la porte d'entrée. « Allez, on a des réservations, tu dois te lever. » La femme frappe encore, sans réponse. Elle consulte sa montre, soupire et sort un trousseau de clés. Elle trouve celle qu'elle cherche et ouvre la porte. « Tout le monde nous attend et je vais leur dire qu'on est en retard à cause de... » La femme crie de surprise en ouvrant la porte. L'appartement est sans dessus-dessous, comme après une explosion. Elle cherche sa fille, ne voit rien, puis aperçoit des traces de griffes ensanglantées menant à la chambre. Elle court dans le couloir, s'arrête sur le seuil de la chambre et pousse un cri. Si vous êtes déjà allé dans une salle d'arcade, une fête foraine ou sur une promenade, alors vous avez peut-être déjà croisé une machine à prédire l'avenir. Ces cabines avec automates sont amusantes car elles vous donnent une carte censée prédire l'avenir ou révéler une vérité sur vous. Il n'y a rien de magique, évidemment. Après tout, ce n'est qu'une carte tirée au hasard que vous recevez. Mais la Fondation SCP possède une machine à prédire l'avenir qui est à la fois bien réelle et très dangereuse. Le SCP-517, selon la Fondation, est une machine de 2 mètres en verre et bois dotée d'une réplique animatronique d'une femme âgée en chemisier blanc et châle bleu. Un panneau au sommet de la machine indique « Prédiction de grand-mère ». Une fois par heure, la machine s'allume si une personne entre dans ce qui pourrait être considéré comme le champ de vision de la femme âgée. Elle se tournera vers la personne, la fixera, puis distribuera une carte de prédiction par une fente à l'avant de la machine avant de s'éteindre et de cesser de fonctionner. On ignore comment la machine s'active, étant donné que le seul câble sortant de l'arrière de la machine semble avoir été sectionné. Les prédictions délivrées lorsque la machine s'anime ressemblent moins à des prophéties qu'à des menaces voilées. Et parmi les exemples reçus, on trouve « Ta mère t'a mieux élevé que ça ». Je suis désolé, mais il faut être juste. Certaines personnes ne savent pas être gentilles. Tu le sauras bien assez tôt, n'est-ce pas ? Et les gens qui font des choses terribles méritent des choses terribles. Tu as attiré ça sur toi, ma chère. Après, activation de SCP-517 à 1h43 du matin, les mêmes événements se produiront toujours à la même heure locale. La personne ciblée par la machine se retrouvera attaquée par un certain nombre d'entités désignées sous le nom de SCP-517-01. Ces entités sont de longs bras articulés à plusieurs jointures qui émanent d'un endroit proche de la personne. Le nombre exact qui apparaît varie, mais il semble généralement y en avoir entre 10 et 36. Les bras apparaîtront à partir d'un seul endroit, qui est souvent un espace bas, exigu et sombre comme un placard, une cave ou sous un lit. Les bras sortiront de cette zone et tenteront d'attraper la personne avant de la tirer vers l'endroit où ils sont apparus. Ils semblent pouvoir s'étirer indéfiniment, grandissant autant que nécessaire pour continuer à poursuivre la personne, et leurs nombreuses articulations leur permettent de se plier autour des coins ou de tout autre obstacle. Si la personne parvient à repousser les bras ou à s'échapper, de nouveaux bras apparaîtront à proximité de la victime pour faciliter la capture. Une fois que les bras ont maîtrisé la personne ciblée et l'ont ramenée à l'endroit où ils sont apparus, ils commencent à l'attaquer sauvagement, la frappant et la griffant jusqu'à ce qu'il ne reste de la victime qu'un tas sanglant de chair et d'os. À ce jour, la Fondation ignore tout survivant ciblé par les entités SCP-517-01. Si la machine à prédire l'avenir est activée plusieurs fois dans la même journée, plusieurs bras apparaîtront simultanément à divers endroits, chaque groupe poursuivant sa cible. Des efforts ont été faits pour déterminer exactement d'où proviennent les bras. Et lors des tests, des caméras ont été installées autour de la personne ciblée afin de tenter de localiser leur point d'origine. Malheureusement, les bras semblaient d'une certaine manière conscients d'être observés. Et ils apparaissaient toujours depuis un coin ou un autre endroit hors du champ de vision des caméras. Les tests sur SCP-517 ont révélé une preuve, des fragments d'acide désoxyribonucléique récupérés là où les instances SCP-517, le CE01, sont apparues. De l'acide désoxyribonucléique qui s'est avéré d'origine humaine. L'origine de cet acide désoxyribonucléique et l'identité de son propriétaire restent à déterminer. La localisation et le confinement de SCP-517 ont été compliqués, comme l'illustre l'incident 517-1997. Mais
Lors du transfert de l'SCP-517, supervisé par le Dr Mel, la diseuse de Bonaventure s'est soudainement activée, faisant suspecter que Melee était devenu une cible. Le personnel de sécurité a été alerté et une stratégie défensive mise en place pour la protéger des instances de SCP-517-01 attendue à 1h43 cette nuit-là. Le Dr Melee a été escorté vers un hélicoptère sur le toit d'une cafétéria de la Fondation, protégé par plusieurs agents de sécurité en attendant la manifestation des bras. Comme prévu, les bras sont apparus dans la zone de stockage de la cafétéria et se sont étirés vers le toit. Les équipes de sécurité à l'intérieur de la cafétéria ont ouvert le feu sur les bras qui subissaient des dégâts comme des bras humains normaux, bien qu'ils soient rapidement remplacés par d'autres. D'autres SCP-517-01 apparurent, sortant dessous des véhicules et zones de stockage, tandis que le nombre de bras du site initial dépassait la centaine. Cependant, les bras ne voulaient pas riposter contre la sécurité. Ils étaient uniquement concentrés sur l'objectif d'atteindre le toit où attendait le Dr Mal. Face à la foule qui submergeait la sécurité et envahissait le toit, l'ordre fut donné à l'hélicoptère de décoller. L'hélicoptère s'est élevé dans les airs, mais des bras ont commencé à apparaître de quelque part sous l'appareil lui-même. Les bras ont brisé les fenêtres et extrait Dr Mal, la passant à ceux sur le toit, qui l'ont transporté via la ventilation de la cafétéria. Un agent de sécurité dans la cafétéria a tenté de sectionner les membres avec un couteau pour sauver Dr Mel, mais les bras n'ignoraient plus leurs assaillants et l'ont attrapé lui aussi, le traînant vers le casier de stockage avec la docteure. Au final, 4 membres de l'équipe de sécurité ainsi que Dr Mel ont été entraînés dans la zone de stockage par les bras. Leurs restes ont été récupérés le lendemain matin et la Fondation a tenté de les séparer et d'identifier ce qu'il restait pour organiser des funérailles individuelles. SCP-517, classé sûr, est gardé dans une cellule dédiée, dos à la porte, recouvert d'un drap noir opaque. Après l'incident, 517 997, tous les tests ont été suspendus sans l'autorisation écrite du directeur du site. Jeter un coup d'œil dans notre avenir peut être une activité amusante, même lorsque nous savons que tout cela n'est qu'un peu d'imagination. Mais lorsque vous tirez votre fortune d'une cabine contenant un vieil automate, il se pourrait bien que cette fois, Mamie connaisse réellement votre destin. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-3998 à la sorcière d'Osievie pour découvrir une anomalie bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer pendant notre exploration des archives secrètes de la Fondation SCP.